La préoccupation qui m'a conduite à Bergson est née sur le terrain de la morale et ne l'a jamais quitté. En première année de philosophie, le cours d'introduction à la morale que nous avions au programme m'a donné de celle-ci le sentiment d'une réalité suspecte qui n'arrive pas à faire parler d'elle en des termes univoques et de manière unifiée. Ces soupçons que je nourrissais étaient liés autant au terme même de morale qu'à son contenu. Pour ce qui est du terme, la morale est quelquefois appelée éthique, déontologie, d'autres fois simplement règles, biens, valeurs ou devoirs. Quant au contenu, plus que le terme, il varie à l'infini, d'un lieu à un autre, d'un peuple à un autre, d'un penseur à un autre. Cependant, trois concepts par leur récurrence semblaient réunir les différentes définitions et points de vue des philosophes qui nous étaient présentés. Ce sont les notions de fin, de valeur et de prescription. En les analysant de près, je me suis aperçu que la notion de prescription, avec ses corollaires d'interdiction et d'obligation, est celle qui prédomine le plus dans les systèmes moraux. N'est-ce pas d'ailleurs sous la forme d'une contrainte que la morale est perçue par tout enfant qui parvient à la conscience morale? J'ai choisi alors de l'analyser avec pour support les deux sources de la morale et de la religion d'Henri Bergson. L'une des conclusions de cette première recherche est que, appréhendée sous l'angle des prescriptions, la morale se présente au sujet comme une réalité qui s'impose à lui de l'extérieur, cet extérieur étant la famille, les maîtres, la religion, la société. Bref, toutes les instances normatives auxquelles le moi se soumet sans se poser des questions. Les valeurs qui émanent de ces instances normatives et le ton impérieux qui les accompagne sont liés à des codes visant à réglementer les comportements de tous ordres. La morale, ainsi entendue, est une réalité qui pourrait opprimer le moi et limiter sa liberté. Cette morale, fort marquée par un caractère d'hétéronomie, trouve sa raison d'être dans les théories sociologiques dont celle de Durkheim, pour qui la morale a pour fonction non seulement d'assurer la cohésion de la société, mais aussi d'apprendre à l'individu à se développer en acceptant les bornes que lui met la société à travers règles et interdictions. D'interdiction en interdiction, le sujet se sent pris dans un vertige. Sa vie morale se déroule à travers le respect plus ou moins soutenu des nombreux ne pas faire ceci ou faire cela. Mais l'interdiction recelant toujours une tentation terroriste, comme le soutient Jankélévitch, l'individu est continuellement partagé entre le désir de respecter la loi et celui de l'enfreindre. Quand il parvient à observer une prescription morale, il se sent en phase avec la société. Quand au contraire il la transgresse, il s'en sépare. Cette morale, aux yeux de Bergson, tend à supprimer le moi profond, moi de l'expression de la liberté créatrice, au profit du moi superficiel sur qui la société a de l'influence. D'où le lien intrinsèque que le philosophe français établit entre le moi profond et la morale ouverte. Seul un individu capable de descendre dans les profondeurs de son être est à même de vivre de manière épanouissante son rapport aux autres et à la société. Les actes qui émanent de ce moi profond quittent la sphère du clos de la société pour s'inscrire dans l'ouvert qui constitue l'humanité. Cette morale ouverte, Bergson la voit infiniment supérieure à la morale sociale. Mais le clos n'arrive pas au hasard. En lui réside la sécurité que se donne une société pour continuer à survivre souvent contre les autres. Il n'est donc pas un obstacle passager, il a de la consistance. Pour surmonter cet obstacle, la raison en tant que fondement de la morale kantienne reste aux yeux de Bergson bien limitée. Son caractère impersonnel ne lui permet pas de supprimer les calculs que font les sociétés les unes contre les autres ou les individus les uns contre les autres. Il faut un élan plus fort que la raison.
Il faut, dit Bergson, l'amour. C'est l'amour qui met en mouvement les grands hommes dans les mystiques, qui constituent les personnalités grâce à qui l'élan vital dépasse la clôture que lui impose la nature. Dès lors, l'élan vital se présente comme une réalité qui suscite la morale, d'abord pour un besoin de conservation de la société et ensuite pour un désir de surpassement de l'humanité. Le lien qui s'établit entre la mystique et la morale rend celle-ci solidaire de la religion. Morale et religion sont comme deux réalités connexes desquelles dépend la cohésion de la société. Mais, si le lien entre la morale et la religion peut se comprendre aisément, celui entre l'élan vital, phénomène naturel, et la mystique, réalité surnaturelle, pose problème. J'ai choisi alors de comprendre les rapports qui se nouent entre l'élan vital et la mystique dans l'œuvre de Bergson. Penser ensemble l'élan vital et la mystique nécessite la prise en compte d'une tension entre le fait concret et le transcendant. Comment, en effet, passer de la métaphysique de l'élan vital, métaphysique qui se veut, il est vrai, positive, à l'intuition mystique d'un Dieu transcendant, créateur et source de création? Comment la mystique se saisit-elle de l'élan vital pour l'élever au rang des réalités spirituelles, source de l'agir, du croire et du penser? Pour répondre à cette question, il importe de saisir le sens de l'élan vital, réalité la plus controversée dans la pensée de Bergson. Frédéric Worms nous fait remarquer à juste titre que 25 ans après son élaboration dans l'évolution créatrice, Bergson revient dans les deux sources de la morale et de la religion sur l'image de l'élan vital comme par une sorte d'explication rétrospective et pédagogique. Par cette image, Bergson entend signifier l'idée d'un élan originel de la vie, passant d'une génération de germes à la génération suivante de germes par l'intermédiaire des organismes développés qui forment entre les germes un trait d'union. Cet élan, se conservant sur les lignes de l'évolution entre lesquelles il se partage, est la cause profonde des variations, du moins de celles qui se transmettent régulièrement, qui s'additionnent, qui créent des espèces nouvelles. En fait, c'est un passage de l'évolution créatrice. Vous trouvez ce passage dans l'édition dite du centenaire à la page 569-570. L'élan vital se situe à deux niveaux de compréhension dans l'œuvre de Bergson. Il est d'abord une critique des théories scientifiques, opposition au scientisme matérialiste, et en ce sens, il révèle l'aspect épistémologique de l'entreprise bergsonienne. Il est ensuite une intuition métaphysique qui renoue avec la traditionnelle pensée du cosmos, un cosmos non plus statique comme celui des Grecs, mais dynamique. En tant que théorie explicative de l'évolution de la vie, l'élan vital s'oppose aux idées mécanistes de la vie que sont l'évolutionnisme de Spencer et le transformisme de Darwin. Bergson s'oppose dans un premier temps à l'évolutionnisme de Spencer en ce que celui-ci voulait donner de l'évolution une explication mécaniste. Selon Spencer, en effet, le mouvement de la vie serait explicable par des lois de la physique. Il s'oppose également au transformisme de Darwin qui soutient que les espèces vivantes évoluent par transformations successives, transformations dictées par le besoin d'adaptation. Si Bergson retient du transformisme darwinien l'idée de continuité, il s'en sépare bien vite pour deux raisons. D'abord, le transformisme explique le mouvement vital par des causes extérieures que sont, par exemple, le milieu, les circonstances, l'usage, etc. Or, pour Bergson, l'évolution ne peut s'expliquer essentiellement par l'effet des données extérieures et circonstancielles. La deuxième raison qui oppose Bergson à Darwin, c'est que celui-ci justifie l'évolution par la nécessité pour les êtres vivants de s'adapter aux conditions de leur existence. La vie s'expliquerait alors par l'utilité pratique dont l'accomplissement d'un plan tracé d'avance. Par conséquent, il n'y aurait plus de créativité.
L'évolution chez Bergson, au contraire, je le cite, consiste en une exigence de création. Fin de citation. Vous trouvez ce passage toujours dans l'évolution créatrice à la page 708. C'est en cela que l'élan vital se rapproche de l'idée d'effort de la philosophie de Maine de Biran ou même de celle de Conatus qui est au cœur de la doctrine de Spinoza. Selon Frederick Worms, c'est même ce Conatus qui est le corrélat le plus approprié de l'élan vital bergsonien. Il s'agit donc de la reprise de la notion philosophique d'activité appliquée au domaine spécifique de la vie. L'élan vital est donc une force intérieure à la vie qui lui permet de transcender les obstacles. De ce point de vue, la matière n'est pas pour la vie un obstacle infranchissable. La vie introduit en elle de l'indétermination et l'entraîne à l'organisation. Que retenons-nous de cette image pour notre propos? Essentiellement ceci. Au cœur de la théorie de la vie de Bergson se trouve déjà préformé l'aspect pratique de sa philosophie. Pour lui, la philosophie devrait consister à penser la vie. Il ne peut exister une séparation tranchée entre les questions d'ordre purement spéculatif et les questions morales, religieuses et politiques. En cela, Bergson rejoint le pragmatisme de William James et la philosophie de l'action de Blondel. Mais c'est davantage dans la pensée organiciste de Whitehead que la philosophie de Bergson trouve le mieux son écho. Partis tous deux du terrain de la science, ils affirment l'existence d'un principe dynamique à la vie qui se refuse à toute explication psychochimique de la vie. Ces idées contrastent avec l'idée selon laquelle Bergson n'aurait écrit qu'une philosophie naturelle comme le lui ont reproché Jacques Maritain, Jean Hippolyte et même Henri Gouillet. L'élan vital n'est pas seulement un principe explicatif de la vie qui s'oppose au mécanisme, au finalisme et à l'évolutionnisme. Il se présente comme l'image d'une source commune, d'une impulsion originelle qui, en se développant, emprunte des directions divergentes. Autrement dit, l'évolution telle que Bergson la conçoit ne dessine pas une route unique. L'élan vital se divise au fur et à mesure de son progrès. C'est ainsi qu'il indique trois grandes directions de l'évolution de la vie que sont la torpeur végétative, l'instinct animal et l'intelligence humaine. Ces trois règnes coïncident dans une impulsion commune, mais l'intelligence humaine reste bien supérieure puisqu'elle constitue le théâtre futur de l'activité créatrice de la vie. Pour le philosophe français, la visée de la philosophie est fondamentalement politique, c'est-à-dire manière de vivre. De même que la science a besoin de savants capables de pousser plus loin les découvertes scientifiques et technologiques et de cette manière de contribuer à améliorer la vie des hommes, de même, les artistes nous font voir ce que naturellement nous n'apercevons pas. De même, la morale et la religion ont besoin aujourd'hui de personnes qui fassent percevoir les chemins insoupçonnés de l'action humaine, de l'action bonne. Ces personnalités créatrices qui frettent à la vertu des voies nouvelles constitueraient un antidote aux idées fixistes des morales intellectualistes qui, par leur rigidité, sont à l'origine du rejet de la morale. Bergson a une conception optimiste de l'homme. Il refuse toute conception figée de la finitude humaine. Pour lui, tout comme pour Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. L'humanité est appelée à se dépasser elle-même. C'est cela qui rend possible l'évolution de la vie et c'est en cela que consiste la mission de la philosophie. Ce qui définit l'homme bergsonien s'entrevoit dans sa capacité à établir un ordre perpétuellement nouveau dans l'existence. La conscience de l'homme est une conscience engagée dans le monde à travers la transformation de la matière. Comme tous les vivants, l'homme sait s'adapter à son milieu de vie. Comme eux, il sait se conformer à une vie en société.
Mais contrairement à eux, il est capable de mobiliser son passé pour tendre vers l'avenir afin de le bâtir. On pourrait ainsi dire que l'homme becksonien ne vit pas seulement dans le temps, il vit le temps, il le crée même lorsqu'il se rend présent à son moi profond qui est mémoire de la vie. Mais l'homme becksonien ne désire pas seulement l'absolu, et c'est là l'essentiel de ma réflexion, il veut établir avec lui une relation étroite. C'est dans l'union avec Dieu que la vie humaine parvient à sa plénitude. C'est ce dont témoignent les mystiques. Leur vie, totalement transformée par l'amour, a un sens eschatologique. Le but de l'existence humaine étant de parvenir à une unité entre l'action et la parole, entre le penser et le croire, entre l'être et le devenir.